Bonsoir à tous, je suis heureux de vous accueillir ce soir pour le meet-up basé sur Kubernetes, sur comment passer à Kubernetes et pourquoi passer à Kubernetes. Je suis accompagné ce soir par Antoine Bohuillon, qui est le PDG de Silbo. Donc c'est un cas concret en fait, un retour d'expérience parce que Antoine et sa société sont passés de AWS vers Kubernetes. Donc on en parlera également. Et donc merci également à Pierre Lemezec de Proxiad de nous accueillir ce soir, ainsi que Ren DevOps pour la captation et pour l'organisation. Donc ce soir je vais parler de Kubernetes. Et si vous avez aussi une petite référence sur ma chaîne YouTube, ce qui m'amuse de faire des vidéos YouTube, Objectif Kubernetes, donc abonnez-vous, ça me fait marrer. Donc moi je suis Michael Morvan, je suis expert DevOps, freelance, et voilà, donc ce soir j'ai le plaisir de présenter tout ça. Alors, pour Kubernetes, pour vous apprendre un petit peu ce que c'est, je vais faire globalement une présentation générale de Kubernetes, on ne va pas aller trop dans le détail. D'ailleurs, au niveau de la population ici, tout le monde connaît Kubernetes, sont familiers avec Kubernetes, en ont déjà fait ou alors qui en a déjà fait? Oh oui, c'est bien. Et qui autrement veut y passer ou se pose des questions pour y passer? Parfait. Donc on va représenter des choses que peut-être que vous connaissez déjà, mais je vais un petit peu montrer comment y passer et pourquoi y passer surtout. Il y a des choses importantes à prendre en compte quand on passe à Kubernetes, donc je vais essayer de dérouler tout ça. Donc, c'est quoi Kubernetes? Alors, pour donner un petit peu un contexte de Kubernetes, je vais revenir dans le temps. On va parler d'une application web d'entreprise qui a une authentification, qui a une base de données, un profil utilisateur, une messagerie, bref, ce qu'on faisait un petit peu dans les années 2000 à maintenant, c'est à peu près les mêmes genres de choses qu'on a à faire de temps en temps. Et je vais prendre cet exemple-là comme illustration de qu'est-ce que apporte Kubernetes. Donc pour ceux qui s'en souviennent, le Web 1, c'était l'époque 2000-2005 où on faisait ça en Java ou alors plutôt en PHP. On avait un serveur physique. Donc le serveur physique, on avait un serveur physique sur lequel on se connectait en SSH et puis on allait mettre le code directement dessus, modifier le code directement et on avait une petite base de données dedans généralement. On avait tout sur un seul serveur physique. Après, on a évolué un petit peu, les machines virtuelles sont arrivées et donc là, on a commencé à faire des applications entières avec toujours du Java, de la base de données, etc. Mais on a vraiment fait une évolution. En gros, sur le serveur physique, on a mis des machines virtuelles. Donc, on a un petit peu modularisé nos applications et la manière de les héberger. Et maintenant, avec Kubernetes, donc pour ceux qui ne savent pas, K8S, c'est Kubernetes, le raccourci. Maintenant, on a du Docker, on a une architecture microservice, on a de la base de données toujours, et puis on a des cloud providers qui nous permettent d'avoir également notre Kubernetes. D'ailleurs, pareil pour les VM. Donc, comment ça se passait vers les 2000, 2005, 2010 pour les serveurs physiques, alors je parle de généralité, hein. Il y a plein de choses qui existaient différemment également, mais souvent on avait beaucoup de serveurs en PHP à l'époque. On avait une application monolithique, c'est-à-dire qu'on avait l'ensemble de l'application codée dans un seul projet, et puis on mettait le code sur le serveur, on allait aller en SSH sur le serveur en production, la pré-production n'existait pas beaucoup à l'époque, et puis on avait un seul serveur avec la base de données et quand ça pétait, ça pétait. Il n'y avait plus rien qui marchait, donc voilà. Donc ça c'était vraiment 2000, 2005, 2010 pour ceux qui ont connu ça. Ensuite, on a commencé à avoir des machines virtuelles. Donc à l'époque, on codait ça en Java. Alors c'était le début des applications entières avec, certains s'en souviennent peut-être, les EJB, des espèces de monstruosités qu'on déployait sur les serveurs virtuels. On avait des VM qu'on mettait à jour. Une VM qui faisait 1 giga, à l'époque la connexion c'était n'importe quoi, on mettait des heures et des heures à mettre à jour sur la machine virtuelle, donc ça prenait des plombes. Et c'était un petit peu mieux au niveau de la sécurisation, au niveau de la mise à jour, au niveau de la scalabilité, mais c'était pas encore
tout à fait ça. Mais par contre, on utilisait beaucoup les cloud providers, AWS, GCP, Azure, par exemple, pour pouvoir augmenter la scalabilité ou permettre de redonder le nombre de VM automatiquement. Et puis maintenant, voilà, Kubernetes est arrivé, donc on code en Go. Moi, perso, par exemple. On fait des architectures microservices, c'est-à-dire qu'on a un service, par exemple, d'authentification, et on en met 5, comme ça on est sûr qu'au moins s'il y en a un qui tombe, c'est pas grave, même si on a codé comme un pied, il y en a toujours un qui va marcher, au moins il y en a un qui sera vivant. Mais il sera de toute façon relancé tout seul par Kubernetes. On code des images Docker. Images Docker, on peut avoir des images Docker de 20, 30, 50 mégas. Donc, ce n'est pas un problème de la mettre à jour rapidement, de la déployer rapidement. Ça ne prend pas de temps du tout. Et puis, donc, on a aussi des cloud providers qui permettent d'avoir du Kubernetes as a service. En gros, comme on avait de la VM as a service, maintenant, on a aussi du Kubernetes as a service. Donc, ça, c'est un petit peu l'évolution qui arrive à la définition un petit peu de Kubernetes. Qu'est-ce que c'est ? Et bien en fait, Kubernetes, le but de Kubernetes, c'est vraiment d'organiser vos containers. L'orchestrateur de vos containers, le chef d'orchestre de vos containers, qui va permettre de déployer rapidement un bout de l'application, de s'assurer que le bout de l'application il est toujours en vie, de s'assurer qu'il arrive à bien communiquer avec un autre bout de l'application, etc. Donc, l'orchestration, on a aussi la gestion des clusters. Avant, si on voulait faire du multi-clustering, fallait un petit peu connaître un peu son sujet. Maintenant, Kubernetes, le clustering, le multi-clustering, c'est dans la boîte, c'est déjà tout prêt. On a aussi toute la partie automatisation, c'est-à-dire que quand on voulait automatiser le déploiement, maintenant, pour déployer, on a une liste de tâches, une recette de cuisine qui fonctionne quel que soit le cluster Kubernetes. Donc on apprend à faire du YAML ou du Pulumi pour les gens évolués, certains comprendront la référence, pour pouvoir déployer notre application sur notre cluster Kubernetes. La scalabilité également, c'est-à-dire que l'élasticité de sa solution, c'est dans la boîte. On peut donner à Kubernetes des ordres pour pouvoir s'occuper de regarder le CPU. Si le CPU monte un petit peu, hop, on pop un nouveau container, ça prend 3 secondes, c'est super bien fait, c'est dans la boîte, tout est fait déjà par Kubernetes. L'auto-réparation, si on a codé comme un pied ou s'il y a des bugs, comme d'hab, eh ben, le pod, en fait, donc l'exécutable, il est relancé tout seul. C'est le côté magique de Kubernetes. Ça marche et ça revient à la vie tout seul. Et puis, l'indépendance également. Je ne sais pas si vous avez déjà codé, vous êtes sans doute codé sur des cloud providers. Bien souvent, vous prenez les briques existantes, vous dites super, il y a une brique qui marche sur le cloud provider, vous allez chez l'autre cloud provider, mince, il n'y a pas la même chose, qu'est-ce qu'on fait ? Souvent, on se dit, en fait, on reste sur le cloud provider, c'est un peu souvent la réponse qu'il y a, mais grâce à Kubernetes, en fait, on est totalement indépendant. La recette qui va marcher sur un Kubernetes donné marchera sur un autre Kubernetes. Modulo EKS d'AWS, mais ça c'est vraiment un détail. Et en fait, on peut également déployer sur notre cluster Kubernetes sur plein de typologies de serveurs différents, sur du serveur physique, du serveur virtuel, ou alors sur le cloud provider qu'on souhaite. Donc ça, c'était Kubernetes. Est-ce que ça vous paraît compréhensible? C'est bon? Maintenant, on va regarder un petit peu pourquoi y passer. Donc, ce n'est pas qu'une mode. Il y a vraiment des intérêts profonds à passer à Kubernetes. Le premier intérêt, en fait, c'est qu'on va pouvoir mettre plus de choses sur les mêmes machines. Quand vous avez de la VM, quand vous avez une machine physique, si vous avez généralement, comme on voyait tout à l'heure, une application sur la machine physique. Vous n'avez que une machine physique. Si vous voulez en avoir une autre, il faut déployer une autre machine. Et en gros, l'occupation par machine, bien souvent, ce n'est pas optimum. Surtout avant. Maintenant, on peut faire des choses un peu plus intéressantes, mais bref, dans le cas général, ce n'est pas optimum. Avec les VM, on peut réussir à mettre plusieurs VM sur la même machine. Donc on peut rajouter aussi de la modularité au niveau grâce aux VM.
Par contre, les VM, c'est un petit peu gros. Une VM, c'est en Java, par exemple, qu'on parlait tout à l'heure du Java, c'est 500 mégas, 1 giga de RAM minimum, et c'est également une volumétrie de déploiement en termes d'occupation d'espace disque importante également. Grâce à Kubernetes et les images Docker, dans le même espace, si on prend le même CPU RAM en fait donné, on peut mettre beaucoup plus d'applicatifs à l'intérieur, parce que les images Docker sont beaucoup plus petites que les VM, et surtout on peut modulariser énormément. C'est-à-dire qu'on peut se dire, à un moment donné, moi, mon authentification, le matin à 8h, quand les gens se connectent, je vais mettre 5, où il y a 5 machines, il y a 5 images Docker qui vont être déployées pour la même authentification. À un moment donné, on va plutôt avoir besoin de la messagerie, etc. Donc on va pouvoir modulariser l'applicatif, mais tout ça dans le même volume CPU RAM. Donc en fait, au niveau des machines, grâce à Kubernetes, on va réussir à optimiser nos coûts de déploiement, notre usage des différentes machines. Et je reviens ici dans la dernière ligne, au niveau de la scalabilité, donc la façon de pouvoir scaler l'application, de la rendre élastique. En machine physique, c'est très compliqué. Enfin, ça demande en fait des compétences assez importantes. En VM, ça dépend du cloud provider bien souvent. Donc avec un load balancer ELB d'AWS, ça se fait bien, mais faut le connaître, il faut le payer également, le coût n'est pas le même. Et dans Kubernetes, par contre, c'est dans la boîte. C'est inclus dans le package global. Kubernetes propose du load balancing directement. Autre élément important comme avantage dans Kubernetes, c'est la simplicité de déploiement. Quand on déploie, je parlais tout à l'heure, dans la machine physique, donc on doit aller en SSH sur la machine, c'est risqué. On va attaquer la prod directement. Alors il y a d'autres moyens, mais généralement c'était ça qu'on faisait avant. On attaquait la prod directement. On se trompe d'une ligne de commande, la prod elle est down. Donc le client ne peut plus se connecter, l'application ne marche plus. Au niveau de la VM, on a bien souvent également au niveau du déploiement des spécificités en fonction du cloud provider, mais on peut le faire, on avait réussi à faire des choses quand même sympas en VM, mais par contre c'est toujours lent et c'est toujours généralement spécifique au cloud provider. Vous n'avez pas déployé la même chose chez GCP que chez AWS ou Azure. Et pour finir, donc Kubernetes, c'est rapide et automatisable. C'est rapide parce que généralement, ce que vous envoyez, les images Docker que vous envoyez sont petites, donc le déploiement est très rapide. Et c'est automatisable parce que les recettes de cuisine qui sont prévues pour pouvoir déployer sur votre cluster, elles sont déjà soit standardisées, soit elles sont communes à tous les clusters Kubernetes. Donc généralement, c'est très rapide et très simple. Et dernier élément, sur Kubernetes, c'est un standard. Donc Kubernetes, dans la manière de déployer, c'est standardisé. Vous n'avez pas à apprendre en fonction du cloud provider, c'est tout le temps la même chose. Kubernetes, vous avez votre kubectl ou autre moyen, en Pulumi par exemple, et vous déployez et ça marche directement. Que ce soit un cluster on-premise, chez un cloud provider, peu importe, ça fonctionne toujours pareil. Donc c'est devenu vraiment un standard. L'autre élément pour moi qui est important au niveau du passage à Kubernetes, c'est la gestion des équipes. Quand vous devez former une équipe au niveau des machines physiques, on va dire qu'il faut un petit peu être barbu pour réussir à faire la machine physique en production avec du monde avec beaucoup de personnes qui viennent se connecter sur vos machines physiques. Il y a des compétences à avoir, donc il y a de l'admin 6 à avoir, et puis systématiquement, vous allez être vraiment contraint par le type de machine que vous allez avoir, par le type d'application que vous allez avoir, ce sera tout le temps du sur-mesure que vous aurez à faire. Au niveau de la VM, c'est un petit peu le même système, même si maintenant il y a des formations AWS par exemple, mais c'est toujours très contraint par rapport au cloud provider. Par rapport à la typologie de machine que vous allez avoir, c'est toujours très spécifique. Et pour finir, pour Kubernetes, vous avez des formations Kubernetes qui existent, les DevOps commencent à devenir familiers avec Kubernetes, donc vous n'avez plus besoin de vous demander comment je vais déployer mon application, vous le faites sur Kubernetes et en fait ça devient le standard.
Vous n'avez pas besoin de savoir comment vous allez faire de la scalabilité. C'est dans la boîte, c'est la partie standard Kubernetes qui permet de faire ça. Donc, pour résumer, au niveau de Kubernetes, l'intérêt, c'est qu'au niveau des coûts, on va vraiment maîtriser, on va mieux maîtriser ces coûts d'hébergement. On va avoir beaucoup plus de souplesse en termes de, par rapport à l'équivalent CPU RAM. On aura plus pour notre argent, on va dire. Au niveau du déploiement également, on va pouvoir faire ça de manière standardisée, beaucoup plus simple que ce qu'il y avait avant. Et puis, au niveau de la formation, on va avoir également des choses standards au niveau de la formation, quel que soit le cloud provider. Donc on va pouvoir former des équipes qui seront de toute façon compétentes, même si on change un jour de cloud provider. Là, le mode d'emploi, comment y passer? Alors, je ne sais pas si beaucoup sont passés à Kubernetes dans la salle. Je pense que vous savez tous que ce que je vais dire là, en fait, c'est des généralités et ce n'est pas la vérité. À chaque fois que vous avez un problème donné, une application donnée, vous devez trouver la solution. C'est en gros notre boulot de tous les jours. C'est-à-dire qu'on nous dit, bah, tiens, l'application qui était sur le serveur physique, on va tenter de la passer à Kubernetes. Et là, on va dire, ah ouais, bon, c'est pas si simple que ça, on sait très bien. Donc, je vous donne les grandes pistes à explorer quand on va passer à Kubernetes et surtout les grands écueils que j'ai rencontrés, par exemple. Déjà, quand on veut passer à Kubernetes, on va faire un état des lieux. C'est quoi le code sur lequel on est? Est-ce que c'est du code du Java? Est-ce qu'il y a une grosse JVM qui gère en monolithique notre applicatif? Là, on sait qu'on va souffrir, qu'on va passer directement sur notre cluster Kubernetes. Ça va être un peu compliqué. Si c'est du Node.js, on va pouvoir un peu modulariser. Le PHP, on va dire qu'on est un peu entre les deux, mais il y a un truc à faire au niveau du code déjà. Il y a une étude à faire au niveau du code pour savoir est-ce qu'on va devoir faire du découpage à la hache de notre code Java pour le mettre au niveau de l'architecture en N tiers ou au moins s'approcher au mieux des microservices. Donc l'architecture doit être revue également, parce que l'architecture d'un monolithe, pour le passer sur du Kubernetes, ça ne marchera pas ou très très mal. L'intérêt, c'est vraiment de pouvoir avoir une scalabilité en fonction de la typologie d'usage de vos services. Je parlais tout à l'heure le type d'application, l'authentification, la gestion de la messagerie, etc. L'idée, c'est de faire du découpage par service en disant je vais découper mon application avec un service qui va gérer l'authentification, un service qui va gérer la messagerie, et on va essayer un petit peu de faire tourner tout ça sur Kubernetes. Si vous n'avez qu'un monolithe, c'est très compliqué. L'autre état des lieux, c'est l'existant. Le cloud provider, alors tous les cloud providers sont super, c'est magique. Ils vous offrent des tas de choses toutes faites, toutes clés en main, c'est génial. Ça va gagner tellement de temps quand on est chez eux. Pourquoi on gagne du temps? Parce qu'en fait, on est bloqué chez eux derrière. ELB, S3, etc. Tout ce qu'il y a par exemple chez AWS, enfin GCP c'est pareil. C'est génial, c'est clé en main. Donc on n'a pas à s'occuper, on fait avec la facture. Les gens qui arrivent à comprendre la facture AWS, levez la main, voilà. Mais au moins, on peut avoir des choses déployées rapidement. Mais par contre, si on veut partir pour faire du Kubernetes, on se retrouve coincé. On a 2 Tera de données ou 50 Tera de données de S3 sur un bucket S3. Comment on fait pour le transfert? Combien ça va nous coûter? Sachant que le transfert vers l'extérieur chez S3, c'est payant. Merci AWS. Donc, il y a vraiment une étude à faire là-dessus sur d'où vous partez, là où vous allez arriver. C'est très important parce que le nombre de briques que propose AWS, c'est magique. Quand on parle d'AWS, c'est vachement moins magique. Ensuite, au niveau des équipes. Alors, les développeurs maintenant commencent à comprendre Docker et commencent à avoir l'habitude de faire des images Docker. Ce n'est pas vrai encore sur toutes les équipes, donc il y a déjà une familiarisation sur Docker à faire pour que les équipes soient
quand elle développe, elle crée elle-même leur image Docker, elle commence également à tester les images Docker également. Ensuite, Kubernetes. Au niveau de la formation Kubernetes, il y a des concepts de Kubernetes qui ne sont pas simples à apprendre. La notion, je fais un pod, je fais un service, je fais un secret, je fais un config map. Au début, franchement, on se noie un petit peu. Donc il y a vraiment une formation à faire pour les développeurs, ou au moins une partie des développeurs qui vont réussir à comprendre comment on va faire l'architecture qui va tourner sur Kubernetes. Faire le passer d'un WS avec la version des secrets sur Vault, quand on passe à Kubernetes, il faut comprendre les secrets, il faut comprendre les config maps, il faut comprendre les services, les daemon sets, etc. Il y a vraiment un nouveau concept à prendre en compte et également une formation importante à avoir pour pouvoir comprendre comment on passe sur Kubernetes. Ce n'est pas juste un copier-coller de l'existant, il y a vraiment une transformation de l'existant. Et pour finir, la partie CI/CD, les concepts de CI/CD, les concepts de DevOps, il faut y passer également. Si on commence à faire du Kubernetes sans automatiser le déploiement, on perd beaucoup de l'intérêt pour moi de Kubernetes parce que ça permet de mettre à jour rapidement et facilement la production, mais également ça permet de gérer les branches, le déploiement par branche, le déploiement continu, l'intégration continue, tout ça, en fait ces concepts-là, on doit faire en sorte que les développeurs puissent monter en compétence sur ces concepts-là. Donc formation pour moi c'est primordial pour passer à Kubernetes. Donc, l'architecture de l'application, c'est un peu une redite de ce que j'ai dit tout à l'heure, mais bon. Donc, une application, en fait, existante. Alors, quand c'est une nouvelle application, c'est très simple. Hein. On va prendre une nouvelle application, on va prendre des modules, on va les créer, etc. C'est merveilleux. Quand on parle d'un existant, c'est compliqué, en fait, de reprendre les mêmes concepts. Si on fait une application en Web 1, par exemple, où il y avait un monolithe, il va falloir redécouper, réarchitecturer l'application pour réussir à la faire tourner. Et bien sûr, donc là, voilà, l'intégration et le déploiement. Donc l'intégration, comment on va faire les images de code de l'application, et le déploiement, comment on va faire pour déployer l'application. Les concepts GitLab, GitHub, pour pouvoir faire du déploiement continu, c'est pas si simple que ça. Il y a une compréhension à avoir de ce que ça fait, ces différents outils, parce que c'est pas immédiat. Donc, et pour finir, le choix de l'hébergement Kubernetes. Alors, c'est vachement bien maintenant, on commence vraiment à avoir beaucoup de cloud providers qui ont du Kubernetes as a service. Donc on prend un Scaleway par exemple ou un OVH, clic-bouton. Scaleway, je crois que c'est en 3 minutes, on a le cluster Kubernetes, c'est magique. Pareil OVH, 10 minutes, c'est super bien. EKS, je crois que c'est plus long que ça, mais c'est plus compliqué. Mais bref, on commence vraiment à avoir des systèmes cloud, Kubernetes as a service vraiment à disposition maintenant. Au niveau des coûts, c'est très très compétitif, donc vraiment c'est très simple à mettre en place. Après, est-ce qu'on met tout sur Kubernetes? Est-ce qu'on va mettre notre base de données sur Kubernetes? Là, c'est un sujet chaud bouillant, on va dire. Par rapport aux I/O, etc. Donc, est-ce que ça vaut pas le coup de mettre quelque part, prendre des services de base de données as a service chez votre fournisseur d'accès? Autrement, on peut faire aussi du on-premise. Donc là, on peut maintenant aussi, enfin on peut depuis très longtemps, installer son cluster Kubernetes sur ces machines physiques, ces machines virtuelles. Et donc là, on gère nous-mêmes les déploiements avec du Rancher, avec du MicroK8, avec voilà, il y a plein de moyens maintenant de pouvoir déployer son propre cluster Kubernetes sur des machines physiques. Mais par contre, c'est pas magique. Le faire, c'est un peu compliqué. Le gérer en production, voilà, ça peut poser des problèmes. Donc on a aussi ce choix-là à faire. Quand on va faire le choix de passer à Kubernetes, il va falloir qu'on choisisse l'hébergement, notre hébergement également. Donc, pour synthétiser, on doit faire, pour passer à Kubernetes, un état des lieux de l'existant, de là où on veut aller. On doit également faire attention à la formation des équipes,
puisque ce n'est pas super immédiat de passer à Kubernetes. On doit faire attention également à l'architecture. Il va sans doute falloir redécouper l'application, la modifier, etc. Et puis à la fin, il y a également l'hébergement. Qu'est-ce qu'on choisit, du SaaS ou du on-premise? Donc, Antoine, je vais te laisser présenter un petit peu Silbo. Donc, pour contextualiser un petit peu, je te laisse en Silbo, je parlerai après du contexte. Ouais, bonsoir à tous. Donc moi je suis Antoine, le président de Silbo. Silbo, qu'est-ce qu'on fait rapidement pour vous présenter l'activité? On fait de la gestion de flux dans les établissements de santé. Donc on aide les établissements, les hôpitaux à gérer la gestion des ressources et des contraintes. Les ressources dans un établissement, c'est quoi? C'est des lits, par exemple, de disponibles, des blocs opératoires, des plateaux d'imagerie. Et ce qu'on essaye, c'est de leur donner, donner aux soignants de la transparence et de la visibilité sur ces sujets-là. Et donc, ça fait le lien avec l'excellence opérationnelle, qui est un concept plutôt issu de l'industrie. Et qu'on essaye d'appliquer en fait dans les établissements de santé. On veut permettre aux gens de comprendre un peu l'état de fonctionnement des établissements pour qu'ils puissent piloter et planifier la production de soins, en fait, tout simplement. Donc on est basé à Rennes, on est 25 collaborateurs. On a des enjeux, nous, et peut-être tu vas en parler un peu après, mais je pose rapidement le sujet. En fait, on a des enjeux de données de santé. Donc les établissements de santé nous donnent accès à l'ensemble de leur flux d'informations, donc essentiellement de données patients, qui sont des données de santé, avec des parcours, un patient qui va dans un bloc opératoire, donc tout ça sont des données sensibles. Et on a des enjeux aujourd'hui, on a eu des enjeux en fait de déployer nos services en France puis aussi à l'étranger, notamment dans des pays un peu plus souverainistes, encore plus qu'en France, notamment en Suisse, où là en fait ils ont même carrément des niveaux de législation hyper pointus, avec en fait là-bas ça se passe au niveau des cantons, et chaque canton un peu a sa politique sur les sujets. Et donc nous on s'est retrouvés en fait face à des choix à faire, et puis là après je vais te laisser peut-être rentrer dans le détail, ouais. Et puis on en reparle après. Ouais, d'accord. Ouais. Tu gardes le micro. Ouais, c'est ça. Donc au niveau de la présentation générale de Silbo, je vais présenter maintenant la partie technique de Silbo. Donc Silbo, alors pour résumer également, moi j'ai travaillé pour Silbo pour les accompagner pour la mise en place de Kubernetes chez Silbo. Donc Silbo, ils étaient 100% sur AWS. L'intégralité de leur solution tournait sur AWS, sur du EC2, avec une architecture de l'architecture sur Node.js et du par serveur. Et au niveau de la formation, en fait, ils font quand même du Docker, ils font du GitHub pour le build et le déploiement. Donc ils étaient quand même une pratique DevOps quand même pas mal. Mais par contre, ils faisaient du SSH sur EC2, donc pour mettre à jour les serveurs, donc on peut améliorer les choses. Donc au niveau de l'hébergement, ils prenaient, donc je parlais tout à l'heure des briques AWS toutes faites. Voilà, c'était l'exemple, hein, le Transfer Family, le CloudFront, le Secret Manager, Athena, etc. Donc ils avaient plein de briques AWS, clés en main qu'ils utilisaient. La problématique, c'est que quand on voulait passer sur Kubernetes, c'était plus compliqué que ça. Parce qu'en fait, il y avait des grosses contraintes. Donc Antoine, on devait pouvoir héberger Silbo aussi bien en mode SaaS. Donc Silbo est présenté en une plateforme en mode SaaS, c'est-à-dire que les clients s'inscrivent sur Silbo et consomment le service Silbo, envoient leur flux sur la plateforme Silbo et consomment le service résultant de Silbo. Mais également, les clients voulaient pouvoir héberger également le Silbo on-premise chez eux sur leur serveur. Alors, je ne sais pas si vous imaginez un petit peu, s'il y avait
2 codes distincts ou 2 hébergements distincts, c'était super complexe en fait à gérer. On avait au niveau des data centers, en fait, on a par exemple dans les hôpitaux, ils sont beaucoup sur des VM. Ils sont voire des VM anciennes, on va dire, sur des technologies anciennes. Il n'y en a aucun qu'on a vu pour l'instant qui a du Kubernetes. Donc il y avait vraiment un choix à faire au niveau de la cible vers laquelle on allait aller. Donc pas de miracle, on a choisi Kubernetes, on ne serait pas là autrement. Mais en fait, qu'est-ce qu'on a dû faire pour passer à Kubernetes ? Au niveau de Silbo, ils ont une architecture basée sur par serveur. En gros, ce n'est pas un monolithe, mais pas loin. C'est-à-dire que par serveur, c'est un serveur d'application fait par Facebook, je crois, derrière, fait en Node.js, en TypeScript, qui permet d'avoir assez rapidement des API, un côté temps réel également, et puis différents services codés en fait en Node.js. Par contre, quand on va vouloir scaler, en fait, le par serveur, c'est assez compliqué. Parce qu'en fait, on peut avoir un load balancing devant, c'est ce qu'il faisait, mais en fait, les fonctionnalités du par serveur étaient assez monolithiques, c'est-à-dire qu'on avait systématiquement des questions, enfin une API qui répondait. Ce qu'on a fait, en fait, c'est qu'on a découpé les fonctionnalités de par serveur en petites fonctionnalités et on a mis un bus de messages, parce qu'il y avait beaucoup de traitements également de fichiers qui devaient rentrer. Donc on a mis un bus de messages, donc c'est NATS qu'on a utilisé, pour pouvoir avoir une architecture orientée message avec une scalabilité. Donc si vous représentez un petit peu le bus de messages, vous avez les messages qui arrivent par un collecteur, donc c'est du SFTP qui récupère les fichiers des clients. Le collecteur envoie les données, les messages, les fichiers sur le bus de message et ensuite on branche sur le bus de message des par serveurs qui vont récupérer, qui vont consommer les messages sur le bus. L'intérêt, c'est qu'au niveau scalabilité, qu'est-ce qui se passe? On regarde la taille de la pile de messages et par rapport à la taille de la pile, on met plus ou moins de par serveur. Donc du coup, au niveau scalabilité, on peut avoir une extension totale du par serveur. Au niveau du développement, au niveau du code, ce collecteur, en fait, c'était fait par Connect Family, dans AWS Connect Family, Connection Family, sur donc une brique AWS qui était déjà toute prête. Si on parle d'AWS, on n'a pas cette brique-là. Donc du coup, j'ai recodé ça en Go, un serveur SFTP, pour pouvoir collecter l'ensemble des messages qui arrivaient et les déverser dans le collecteur, dans le NATS. Pour le déploiement, donc par rapport à ce qu'il y avait fait avant, où il y avait des connexions GitHub qui étaient faites, enfin des connexions SSH qui étaient faites sur les EC2 pour redéployer les Docker Compose. Là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a, en ciblant Pulumi, on a déployé, en ciblant Kubernetes, on a utilisé Pulumi pour coder l'ensemble de l'infrastructure et du déploiement en TypeScript. Et la cible surtout, l'hébergement Kubernetes, ça nous a permis d'utiliser à la fois du K8s as a service d'OVH pour la production et pour le développement. Donc là, ce qui est bien, c'est qu'on fait un clic-bouton chez OVH si on a notre cluster qui est prêt. On peut l'avoir en auto-scalabilité également sans problème. Donc, super service d'OVH. Le MIPI, c'est un hébergeur de données de santé. Eux, ils sont très anciens. J'espère qu'il n'y a personne du MIPI ici, je ne crois pas. Ils sont très anciens. On a passé 2 mois à avoir des VM. Un exemple. 2 mois à avoir des VM. Et cet après-midi, on était avec eux pour avoir les accès. Et on a passé 2 heures à avoir un accès SSH sur une machine. Voilà un petit peu le genre d'hébergeur de données de santé. Et chez eux, on va mettre un K8s sur de la VM. Donc on n'a pas terminé, on commence, on va s'amuser. Et puis également, on aura par rapport à certains clients qui le veulent, on aura également du K8s sur AWS, donc on va prendre également un EKS. Donc le choix de passage à Kubernetes a été vraiment primordial parce que ça a permis de standardiser la manière de déployer, aussi bien pour le client qui vont utiliser Silbo en mode SaaS que les clients qui vont utiliser Silbo en mode on-premise. Et donc au niveau du travail des équipes, pour mettre ça en place, ça a été... c'est beaucoup plus simple en fait pour pouvoir avoir comme cible les différents clients.
et merci. On va pouvoir passer aux questions si vous voulez. Il y a Antoine qui va pouvoir vous répondre aux questions qui ont attrait à Silbo et moi pour la partie Kubernetes. Oui. Alors, soit tu prends le micro, soit tu répètes la question. Oui, merci pour la présentation, qui marche pas. Si. Ok. Petite question, tu parlais de la scalabilité automatique chez Cloud Provider. Qu'en est-il quand tu déploies sur du on-prem ou sur une VM? Alors, la scalabilité automatique, en fait, si tu considères que la scalabilité, c'est uniquement au niveau des pods. D'accord? Tu as deux niveaux de scalabilité sur Kubernetes. Tu as la scalabilité au niveau des pods, donc c'est-à-dire au niveau des images Docker qui sont déployées. Et donc là, tu peux régler ton déploiement pour s'occuper de regarder le CPU et la RAM. Et en cas de dépassement CPU-RAM, ça se déploie tout seul, ça se scale tout seul. Vertical. C'est vertical. Il y a un autre niveau de scalabilité, en fait, qui est une scalabilité sous-jacente au niveau des workers. Donc, je ne vais pas parler de l'architecture de Kubernetes, mais Kubernetes se base sur des workers qui contiennent les images Docker qui travaillent, en fait. Et ces worker nodes, en fait, eux, peuvent scaler également en cas de charge intense. Donc, quand tu dois gérer ton hébergement tout seul, eh ben, il n'y a pas de magie. Tu dois soit la gérer à la main, je ne sais pas comment, ou soit ne pas la gérer et le faire à la main, rajouter des VM. Donc la scalabilité, on va dire, des machines sous-jacentes physiques, pour moi, il n'y a pas de solution actuellement quand on est en on-premise. Alors je n'en connais pas. Peut-être que ça existe, moi je n'en connais pas. Tu as parlé de déploiement et de Pulumi, donc déploiement d'infra, j'imagine. Mais pour le déploiement applicatif, Pulumi aussi ou autre? Pulumi, essentiellement, 100% Pulumi. Donc là, chez Silbo, l'ensemble de l'applicatif, en fait, est déployé sur Kubernetes en Pulumi. D'accord, pas de customize, de Helm, de... Non. Alors, on utilise du Helm, dans le cas de Traffic par exemple, on utilise le Helm du Traffic, mais qui est déployé par Pulumi. Mais l'intégralité du déploiement sur les différents namespaces de prod, etc., même chez les clients, c'est pareil, c'est du Pulumi également. D'accord, donc Pulumi remplace Terraform et Helm en gros. Exactement, okay. Tout à fait. Et pour expliquer un petit peu, ce qu'on livre aux clients, on va dire quand on a du on-premise, on leur livre une image Docker qui contient le code Pulumi et le binaire Pulumi pour déployer chez eux, pour mettre à jour leur application chez eux. Et eux, en fait, ont juste à lancer l'application, enfin, on va dire le Docker, avec une ligne de commande, et donc c'est mis à jour tout seul. Ok, merci. Merci pour la présentation. Je voulais revenir sur la partie cube. Du coup, vous avez dit que vous aurez 3 clusters en tout, si je comprends bien. Et je voulais revenir sur la partie OVH, du coup, parce que l'offre CAS de OVH est assez récente. Et c'est pour avoir une idée de la volumétrie en nombre de nodes et back-end sur le cluster que vous avez. Parce qu'on n'a pas eu beaucoup de retours, je pense. Enfin, j'en ai pas lu beaucoup sur le OVH. Là, on est au début en fait, de la partie mise en production sur OVH. Donc pour l'instant, on a 3 workers nodes sur OVH. Et c'est cette partie-là qui va être autoscalable au niveau des VM. Donc on va pouvoir, on va dire, ne pas s'en occuper, puisque c'est OVH qui va s'en occuper. Mais par exemple, quand on parlait tout à l'heure de la partie base de données, on prend la base de données as a service sur OVH. On ne prend pas de l'hébergement de base de données sur notre cluster Kubernetes. Ok, ouais, donc on n'est pas sur un cluster à 3000 pods, un cluster à taille entre guillemets humaine, quoi. Non. On est je ne sais pas, il doit y avoir une centaine, 150 pods, je pense, qui doivent tourner actuellement, mais on n'est pas encore en production établie, donc on n'a pas ce recul nécessaire pour l'instant pour savoir quelle volumétrie on va avoir par rapport à ce qu'on a actuellement sur AWS, par exemple. Merci pour la présentation. Du coup, pour le déploiement, tu as dit que tu pouvais configurer pour faire des déploiements
stick du coup. Et si jamais il y a un besoin de faire un déploiement à la main et de pouvoir voir un peu ce qui se passe, est-ce qu'il y a des outils qui permettent de faire ça avec Kubernetes? Est-ce que c'est assez facile de le faire avec Kube tout simplement ou... Alors, avec Pulumi, en fait, on a mis en place une stratégie de déploiement par branche. Et donc, en gros, un développeur, s'il veut déployer sa propre namespace, il peut le faire sur sa branche. C'est-à-dire qu'il peut avoir la même ligne de commande que la production, mais que pour lui, pour son besoin propre, pour déployer dans son namespace à lui. Donc s'il a besoin de tester quelque chose qu'il a codé, il va déployer sa branche à lui sur le cluster de développement, et après il va pouvoir aller introspecter le cluster de développement s'il le souhaite, avec les outils de Pulumi classiques, soit du kubectl, soit du Lens, ou ce qu'il veut. Tout à l'heure, tu as dit que tu utilisais ton image Docker pour déployer tes on-premise. Ouais. Mais dans ton cluster Kube, tu déploies des images Docker, donc tu inclus la registry dans ton image Docker qui sert à déployer. Non, l'image Docker, la registry Docker, elle est externalisée. Ok. On n'a pas de, on a une registry Docker externalisée qu'on a. Je crois qu'elle est prise on-premise, alors je ne sais même plus, parce que je ne suis pas occupé, peut-être que tu vas savoir. Elle est on-premise, voilà. Elle est on-premise. Ouais. Donc, tu n'as pas de solution pour des utilisateurs qui voudraient être déconnectés d'Internet? Non, je ne veux pas ces utilisateurs-là. Oui, mais moi, j'en ai. Je n'en veux pas. Merci pour ces informations. Tu as parlé de SaaS tout à l'heure. Je suppose que vous fournissez la solution en tant que service sur Internet. Comment vous avez adressé les challenges autour de la multi-tenancy pour supporter ça dans Kubernetes? Multi-tenancy, c'est-à-dire plusieurs clients sur le même cluster Kubernetes. Alors, on a soit la notion, donc en mode SaaS par défaut, en fait, on va dire au niveau du namespace, en mode SaaS par défaut, le namespace de prod regroupe plusieurs clients. Au niveau du serveur, des serveurs SFTP, donc la collecte de flux, là on adresse en fait dans des répertoires différents pour ne pas mélanger les flux. Mais en fait, au niveau, par exemple, de NATS, qui est le bus de données, on a donc c'est du publish subscribe, donc on a au niveau des adresses, en fait, on a une distinction au niveau des adresses en fonction des clients, pour ne pas mélanger n'importe quel client. Et par contre, derrière, tous les flux rentrants sont traités par les mêmes serveurs. Il n'y a pas de différenciation. Pour autant, si on le souhaite, on peut, sur le même cluster de production, pour des clients qui le souhaitent, adresser un namespace particulier, donc isolé des autres namespaces, si c'est un choix du client. Mais c'est un choix financier que le client peut faire. Mais par défaut, en fait, au niveau des namespaces, enfin au niveau du mode SaaS, il n'y a qu'un seul cluster de production. Merci Mickaël pour la présentation. J'ai pas trop entendu de problématiques autour de la sécurité. On est quand même sur des données de santé, des choses comme ça. Ouais. Qu'est-ce qui est mis en place autour de la sécurisation, autour de Kubernetes, l'outillage ou autre? Ouais. Au niveau, on a la sécurisation classique au niveau des mots de passe, etc. Et pour les clients qui le souhaitent, on a également l'hébergement de données de santé. Donc on le MIPI par exemple, ou les clients qui le veulent, ils ne sont pas obligés en fait d'avoir de l'hébergement de données de santé, les clients, mais ceux qui le veulent, on a un hébergeur de données de santé, le MIPI, qui est en train de... voilà. Donc je pense que tu vas pouvoir... Alors je te coupe. Non mais tu as raison. Toutes les données, c'est pas une option. Les données sont systématiquement hébergées en données. Voilà, okay. Hébergeurs de données de santé. Ça, c'est le premier sujet. Ensuite, nous, on fait du pen testing. Après, voilà, moi, je suis pas. Mais déjà, de base, c'est une obligation. Et donc, il n'y a pas le choix. Donc, tu as déjà un premier niveau de contrainte qui est l'hébergement de données de santé. Mais qui, en soi, c'est plus une obligation réglementaire tu n'as aucune garantie de sécurité. Associé, tu vois, c'est très léger, quoi, tu vois. C'est un peu un label aujourd'hui qui d'ailleurs va être revisité. En fait, moi je prends ma casquette plutôt projet et pourquoi on est passé sur Kubernetes. En gros, en fait, il y a des textes qui sortent aujourd'hui. Il y a notamment une loi sur la souveraineté numérique.
Et on s'est retrouvé nous en fait dans une configuration où toute notre infra, et d'ailleurs si c'était à recommencer je referais exactement la même chose, hein. On est parti sur AWS pour des questions de rapidité. En fait, on est une start-up, on n'avait aucune idée de là où on allait au final, du budget qu'il fallait allouer, ni même du produit qu'on allait vendre, puisqu'on a pivoté plusieurs fois. Et donc ce choix d'AWS nous a permis de faire de faire des choix plus rapides, de nous concentrer sur le produit et son usage, sur nos usabilités, plutôt que sur notre infrastructure. Et on s'est retrouvé à un moment en fait où, grâce au succès, grâce aux ventes, aux usages qui se développent, en fait, on se retrouve avec un niveau en fait où là, il faut par contre qu'on définisse quelle est notre trajectoire future. Là, on a montré que notre entreprise elle pouvait dépasser le stade d'une start-up et qu'il fallait s'ouvrir à d'autres enjeux. Et notamment les enjeux à l'international. Donc les Suisses, ils nous ont dit, hein, c'est clair et net, AWS, ça passera jamais. Et ils ont raison. Ils ont raison. En tout cas, c'est leur choix. Et ça fait partie aussi de nos convictions. C'est qu'on s'est dit à un moment, en fait, ok, le monde il est un peu en train de changer, 2021-2022, enfin, on voit bien qu'il y a une prise de conscience, même politique, donc maintenant tu as même des lois qui sortent, qui te disent attention à la souveraineté des données. Et moi, en fait, je voulais pas être prisonnier de mon cloud provider. En fait, est-ce que AWS c'est bien ou pas bien? En fait, je sais pas mon sujet. En fait, je sais pas je pourrais le défendre parce que je pense que c'est des gens raisonnables et tout machin. Mais en fait, ça devient purement politique. Et moi, je sais pas prendre d'engagement. Donc, en fait, ce que je voulais, c'est que je voulais avoir une option. Je m'en fiche d'où on déploie et dans quel contexte on le fait. On le fait. Si vous voulez, on le fait on-premise, on le fait sur une machine, n'importe quelle machine. T'as parlé tout à l'heure du MIPI. Alors, pareil, le MIPI, c'est des gens bien, Michael. Faut pas, tu dis pas que j'ai pas des gens bien. Non, mais t'as taillé un short. Mais bon, voilà, c'est parfois par personne dépendante et tout. Hein, donc, moi, j'ai pas de problème avec eux. Mais en fait, voilà. C'est pas mon sujet en fait, et donc le sujet du choix de l'hébergement, en fait il y a plein d'établissements de santé aujourd'hui qui décident même d'héberger chez eux. On peut se poser la question sérieuse de est-ce que c'est pertinent qu'un établissement de santé dont le métier c'est de soigner des gens à l'hôpital, est-ce que c'est vraiment son métier de gérer de l'hébergement? Bon, en fait, je sais pas, il y a un côté rassurant de savoir, bref. Et ça, moi, je n'arrivais pas à clore ce débat. C'est-à-dire que j'avais en face de moi des médecins, par exemple, qui te parlent technique, et en fait, ils te disent non, mais genre AWS c'est de la merde, machin, ok. Bon, et ce qu'ils disaient était faux, mais je voulais pas avoir ce genre de débat. Je voulais, écoutez, vous choisissez votre environnement avec le niveau de sécurité qui vous va. Moi, aujourd'hui, ce que je sais, c'est que, effectivement, tu en as parlé, mais les cloud providers français, ou je pense t'as parlé de Scaleway, OVH. Aujourd'hui, c'est quand même des solutions sur lesquelles il faut miser. On entend beaucoup parler de nouveaux cloud providers hyper souverains. Alors j'ai vu un projet, alors je ne sais pas s'il y a des gens qui bossent sur ce projet, mais Docapost, Thales, Capgemini, bon bref, franchement ça pue. C'est-à-dire t'as déjà en fait t'as déjà trop de noms associés dans le même voilà, non mais je veux dire en fait moi j'aurais demandé par exemple pour avoir un hébergement chez eux, et je n'ai même pas eu de réponse. C'est-à-dire que j'ai rempli 2 fois le formulaire de contact et on m'a jamais rappelé. Bref, donc ce que je veux dire, c'est que dans toute cette cohue de souveraineté, en fait, moi j'ai fait le choix de m'affranchir de choix et de la liberté. Elle est passée par ce projet. Si je peux dire aussi peut-être un mot sur le budget. En fait, c'est un projet qui nécessite des ressources, du temps, qui mobilise, et il faut pas. C'est vraiment un projet hyper stratégique, c'est-à-dire les gens qui sont dans la salle ont plutôt une dimension technique, mais vous portez un projet assez stratégique pour l'entreprise qui va valoriser l'entreprise, je pense,
Parce que, en fait, à l'heure de l'incertitude sur justement ces notions de souveraineté, etc., et de savoir où tu atterris, ce type de projet, justement, t'offre de la liberté. Alors, c'est sûr que ça coûte un peu cher. Je ne sais pas combien de jours de travail on a, mais franchement, c'est un investissement. Mais tu t'y retrouves, franchement, à la fin, je pense. Voilà. Merci pour cette réponse. J'avais plutôt encore une fois plutôt technique, mais très intéressant sur la partie souveraineté. On pourra en reparler tout à l'heure. Quand je parle sécurisation, sécurité, il y a la sécurité de la donnée, effectivement en tant que donnée de santé, mais il y a la partie, le fait de déployer dans un cluster Kubernetes, ça ne veut pas dire que c'est secure. Et il y a eu des conférences notamment avec, je ne me rappelle plus le nom, mais sur justement des attaques de cluster Kubernetes assez faciles. Il y a beaucoup de clusters Kubernetes aujourd'hui qui sont exposés et qui sont assez facilement attaquables. Et du coup, ma question c'était plutôt en gros quels sont les outils. Beaucoup déploient dans le cube, tu l'as dit, c'est le pattern du moment et depuis quelques temps. Maintenant, on s'oriente plutôt sur la question de la sécurisation. Tu parlais d'accompagnement autour de la formation, la sensibilisation des personnes qui vont déployer là-dedans, mais il y a aussi tout l'écosystème et comment tu surveilles en temps réel justement que ton cluster, il est secure, il ne se fait pas attaquer, il n'est pas piraté, avec toutes les questions qu'on a eues autour justement du piratage des hôpitaux un peu partout en France, à droite à gauche. Et du coup, c'était un peu ça, savoir s'il y avait des outils spécifiques à un cloud provider que tu as choisi ou des outils qui sont dans l'écosystème de Kubernetes. Alors, la première notion de sécurité, déjà, c'est les bonnes pratiques, c'est-à-dire tes secrets, comment sont managés tes secrets, comment ils sont gérés, etc. Donc là, déjà, c'est au niveau de, donc je parle de Silbo, on utilise InPhysical pour gérer les secrets de manière centralisée. Ensuite, on a au niveau des images Docker qui sont générées qui sont utilisées dans le cluster Kube, on a mis en place Trivy. Trivy, c'est un moyen de scanner la sécurité, les failles de sécurité des différentes images Docker. Alors pour l'instant, c'est encore un petit peu manuel, mais on va le mettre en place de manière systématique pour pouvoir analyser tous les failles de sécurité qui sont dans les images Docker qui sont déployées, pour être certain qu'il y ait zéro, ou on s'approche du zéro au niveau failles de sécurité connues. Ensuite, au niveau des accès, on se base sur, donc on a uniquement, en fait, on a Traefik qui est un load balancer qui est en coupure, on n'a que certains ports qui sont ouverts, tous les ports exposés ne sont pas ouverts du tout, donc on a vraiment une coupure nette par rapport aux ports utilisés. Bien souvent, il n'y a que le 443, on a le 22 là pour le SFTP, mais autrement c'est que le 443 qui est utilisé, qui est accessible. Et au niveau des API, des accès API, par exemple, pour mettre à jour le cluster, on utilise les accès API du provider pour pouvoir sécuriser cette partie-là avec de la sécurité basée sur les certificats. Mais je n'ai pas connaissance, moi, de solutions Kubernetes existantes qui permettent de faire un scan de vulnérabilité de ton cluster. Ce n'est pas un sujet que j'ai regardé, mais ça m'intéresserait. Si vous avez des expériences là-dessus, n'hésitez pas à partager, parce que c'est vrai que c'est un sujet intéressant. Enfin, surtout sur la sensibilité des attaques. Nous, on voit en fait depuis maintenant... on a vu une différence entre l'année dernière et cette année sur le nombre d'attaques. En fait, on voit comme on a identifié maintenant, j'ai vraiment l'impression qu'on est vraiment beaucoup plus sensible. C'est vraiment hyper problématique, quoi. Ouais. Une remarque et une question. Autant pour toi que Antoine, vous avez parlé souveraineté, rapatriement des données. C'est une tendance que je vois aussi bien dans ma société que dans la presse, c'est de rapatrier les données en France
Et en même temps, le ministère de la Santé héberge ces données chez Azure. Bon, voilà, juste une remarque. Oui. Faites ce que je dis, faites pas ce que je fais. C'est pas nous en tout cas. Non, bon, bref. Non, mais bien sûr. C'était la remarque. C'est absurde. L'autre question, c'était pour sortir un petit peu de la technique et aller plus vers la philosophie DevOps et l'humain. Comment a été accueillie l'arrivée de Kubernetes, la migration, le changement de mindset, peut-être un petit peu de DevOps qui arrive, ou alors du DevOps différent de ce qui a été connu. C'est un assez gros chamboulement. Voilà, je voulais savoir comment ça s'était vécu au niveau humain, organisationnel, philosophie DevOps, etc. Alors déjà, au niveau de Silbo, déjà ils étaient assez matures en termes de DevOps. Donc je disais tout à l'heure, ils avaient déjà ils commitent sur GitHub et ensuite les images Docker sont buildées automatiquement et sont déployées également. Et je crois qu'ils poussent en prod 2 fois par jour. Donc voilà, donc ils sont très matures là-dessus. JP, il pourrait témoigner, qui était chez Silbo avant également, quand je suis arrivé. Donc ils sont quand même très matures là-dessus. Par rapport à Kubernetes, ce n'était pas une connaissance qu'ils avaient en interne, pas une compétence qu'ils avaient en interne, mais par contre, ils ont été très friands techniquement de passer à Kubernetes, qu'ils ont vu l'avantage. Pour avoir beaucoup parlé avec Antoine ou alors avec Thomas, le CTO, ils savent très bien en fait les enjeux qu'ils ont à passer à Kubernetes par rapport aux avantages que leurs clients leur demandent, par rapport aux besoins des clients. Donc ça n'a pas été non plus un bouleversement, on va dire, idéologique. Ça n'a pas été non plus quelque chose qui les a chamboulés complètement. Ça a été une progression par rapport à une maturité qu'ils avaient déjà et par rapport à... Après, j'ai formé une partie de l'équipe également au niveau de Kubernetes. Je leur ai montré comment ça pouvait s'utiliser, etc. Et ça s'est plutôt très bien passé, je dirais, là-dessus, quoi. Voilà. Okay, merci. Voilà les boulets, quoi. Ce qu'on ne devait pas faire, on l'a fait. Non, mais sur l'aspect humain, c'est... En fait, il faut avoir une approche qui sort de la technique, c'est-à-dire... En fait, c'est la personnalité du chef de projet et c'est surtout, ça part d'une attente. En fait, quand on a posé le problème avec Thomas, notre CTO, en fait, on avait déjà en tête cette solution. Enfin, on savait que ça allait probablement atterrir là, quoi. Mais en fait, je pense qu'il y a eu de la maturation autour du sujet. Et puis après, c'est de choisir la personne qui porte le projet ou l'expert que tu viens intégrer au regard de ses compétences, certes, mais aussi de sa capacité à s'intégrer dans l'équipe, à pas arriver en disant je sais tout, voilà comment ça se passe, et ça après c'est de la personnalité de l'expert à qui tu confies ta mission, hein, essentiellement. Et je pense que je valorise plus ça, parce que quand on avait fait le choix, en fait, on avait échangé avec des ESN, on avait échangé et en fait, techniquement, tout le monde partait sur... Enfin, en fait, on arrivait peut-être au même résultat. Par contre, c'est probablement pas de la même façon. Le choix de travailler avec Michael, c'était aussi un choix de capacité à embarquer les gens, à donner envie. Il faut que ce soit fun, en fait, ce projet. Il faut que les gens se forment. JP peut en témoigner. En fait, toi, tu as démarré avec nous. Puis t'es parti, tu vois, il y a maintenant 4 mois de l'entreprise, et en fait dans l'idée c'était aussi que tout le monde puisse se former, quoi. C'est normal que les gens arrivent, sortent, et en fait on l'a fait dans cette dimension-là en se disant en fait faisons aussi ce truc parce qu'il semble être fun. Voilà. Et sur Azure et le Health Data Hub, donc effectivement c'est une grosse incohérence, et c'est là où en fait toutes les données de santé françaises, et pour le coup en plus ce sont des données de santé clinique, sont donc chez Microsoft. Donc là, ouais, effectivement, ça pose des problèmes.
Mais je crois que ça pose aussi... En fait, le vrai enjeu, c'est la... Enfin, moi, je suis pas contre la souveraineté, mais je voudrais pas que tout le monde roule en Lada, en fait, dans mon pays. C'est-à-dire, en fait, il y a aussi une notion de qualité de service. Et en fait, la probabilité, c'est que les gens ont fait ce choix de Microsoft Azure pour la qualité du produit. C'est bien d'être souverain, mais si on se retrouve à tous rouler en Lada, moi, ça me plaît moyen, quoi. Et parfois, on peut se poser la question, quoi, de certains choix. Ouais. Là-dessus, je dirais quand même qu'au niveau des cloud providers français, je parle de l'OVH par exemple, ou même Scaleway, on est arrivé à un niveau de maturité par rapport à du AWS ou du Azure qui permet maintenant de se poser clairement des questions sur un choix technique, pas seulement un choix politique. Mais bref, c'est un autre sujet. Tiens, tu prends le médic. Merci pour la présentation. Et j'avais une question par rapport au coût plutôt du cluster vis-à-vis du cloud. Ouais. Comment vous avez réussi à maîtriser dans un départ, en fait, le premier, lors de la mise en place du projet, comment vous avez pu estimer, savoir plus ou moins le point de départ de votre cluster pour peut-être évoluer par la suite, mais voilà, le point de départ, comment ça a été fait? C'était simple. Il n'y a pas d'autre méthode. Je ne connais pas d'autre méthode pour commencer un cluster en production en partant de quelque chose qui n'est pas encore en production, etc. On a pris, on va dire, une moyenne carrée des VRAM CPU qu'il y avait actuellement chez AWS, et puis on a mis la même chose sur le cluster Kubernetes. Bon, Kubernetes consomme 10-15% du CPU du cluster, en gros, rien que pour faire marcher sous Kubernetes, mais on n'a pas trouvé de moyens scientifiques pour se dire on va estimer, etc. On a pris un cluster moyen, on va dire, chez OVH, et après on a commencé à faire des métriques, à regarder combien on va dire, nous, ce qui coûte, c'est le nombre d'ingestions de fichiers, donc combien de milliers de fichiers par seconde on arrive à ingérer, et est-ce qu'on est content par rapport aux performances du cluster. Et en gros, on estime que on va savoir, on aura du recul dans 1 an ou 2, je pense. Et avant ça, c'est super compliqué. Tu as beau faire les métriques que tu veux, tu as beau faire les calculs que tu veux, la réalité, c'est qu'il y a tellement de paramètres à prendre en compte, ne serait-ce que sur quelle machine tu tournes, parce que derrière, il y a quand même des machines, il y a des CPU, il y a la RAM, il y a de l'IO, etc. Et donc, si tu essayes de faire de prendre en compte tous les paramètres qui vont faire que ton cluster tourne plus ou moins bien, plus ou moins rapidement, en fait, je pense que tu n'y arrives pas. Enfin, à moins que quelqu'un ait une méthode magique, mais moi, je pense qu'il n'y a pas de méthode magique. Et donc, on se dit, voilà, on va avoir du recul au fur et à mesure. Mais malgré tout, ce qui est bien avec Kubernetes, c'est que rajouter une VM, si on voit que le cluster est un peu en deçà, c'est super rapide. C'est indolore en termes de déploiement, parce que c'est dans la console, c'est clic-bouton, enfin grosso modo c'est ça. Et puis après, ça coûte un peu plus cher, mais en gros c'est de la machine en plus. Donc si tu veux, c'est pas non plus quelque chose qui est coûteux en termes de choix stratégique de démarrage. Si tu te rends compte que tu es planté complètement, au début tu rajoutes un peu plus de machines, ça coûte plus cher, et après tu bascules vers un autre cluster un peu mieux taillé, mais au début c'est pas vraiment important. On va s'arrêter là au niveau des questions. Je pense qu'on a fait un bon tour d'horizon. Pierre, tu voulais donner le mot de la fin ? Alors, je ne sais pas si c'est le mot de la fin, mais comme j'ai loupé les 3/4, ça avait l'air super. En tous les cas, ravi de vous avoir tous eu présents ce soir et visiblement intéressés, puisqu'il y a eu pas mal de questions. Et donc, je vous propose de passer à la séquence apéro Pizza Time. Merci à tous. Merci. Ce sera dans le making of. C'est ça.